Contasso, qui est élu politique, que vous avez vu dans le film, donc participant à ce film futuriste, et qui a été chargé de l'environnement à la mairie de Paris pendant, je crois, 10 ans. On va débattre du vivre ensemble écologique, est-ce possible? Et finalement, le film se termine sur le chaînon manquant, c'est-à-dire sur le fait que, en fait, il y a unanimité politique sur il faut faire quelque chose, parce que ça fait parfois du bien de regarder avec des yeux des jeunes, une situation qui devient intenable, c'est-à-dire nous, nos banlieues, nos transports, etc., etc. Aujourd'hui, avec la crise économique, tout ça, on voit que le système, enfin on voit en fait, c'est au-delà de la ville, au-delà des structures, au-delà de tout ça, c'est tout un monde qui est en train de s'effondrer. Voilà. C'est le lien social qui est touché et qui est très préoccupant, et actuellement tout est éclaté au niveau de la fonction publique et on voit bien qu'on est mal parce que, moi je suis originaire d'un village en Normandie et tout a disparu, c'est-à-dire que le café a fermé, l'école, et on s'aperçoit que c'est terrible, ça devient des villages dortoirs. Ça c'est un exemple, mais il y en a plein. Moi, ce que je trouve plutôt rassurant, c'est d'entendre en fait ces architectes qui sont aussi des penseurs, parce qu'on s'est quand même posé la question pour les gens qui ont vécu dans les banlieues pendant très longtemps, notamment dans les années 70-80, c'était quand même, on avait l'impression qu'on leur avait donné un fond de tiroir en leur disant débrouillez-vous pour construire des logements, et il n'y avait pas de pensée dans ce qu'ils ont fait. Et là, tout à coup, on a vraiment l'impression que tous ces gens-là, eh bien, ils pensent l'espace, et la relation, justement, le lien entre les personnes. Par contre, j'ai quand même appris des choses, c'est le problème de la gouvernance, c'est-à-dire qui gouverne quoi et comment c'est constitué, est-ce que les citoyens sont pris, partagent cette question de la gouvernance, est-ce qu'ils ont droit à la parole? Et puis l'autre chose que j'ai retenue, c'est la question de la multicentralité, c'est-à-dire de plein de lieux de centre finalement, et ce qui manque beaucoup en banlieue. Mon enjeu à l'âge adulte, c'était de rentrer dans la fortification que sont les villes. Et donc j'ai réussi à rentrer dans Paris, dans le 20e, j'ai quand même passé le périphérique et je ne veux plus quitter. Parce que j'ai peur de la banlieue, parce qu'il n'y a pas de centre. Il n'y a pas de centre culturel, il n'y a pas de bar sympa, il n'y a que des PMU pour les jeunes, c'est glauque, il n'y a pas de lieu de convivialité. Puis finalement, c'est les bars qui jouent ce rôle de lien social, de discussion, de rencontre entre toutes les personnes de classes différentes. Alors, 2-3 éléments. D'abord, les architectes ne font jamais autre chose que ce qu'on leur demande. C'est-à-dire que la banlieue, ce n'est pas les architectes qui l'ont décidé. C'est les politiques qui ont décidé de faire ça. L'architecte, on leur dit, vous nous faites une ville comme ça, vous nous faites une ville avec des tours et puis des espaces verts, parce que les gens seront très contents d'avoir des espaces verts, et ils font les cités qu'on connaît aujourd'hui. Ce n'est pas les architectes qui ont décidé ça. Ce sont les politiques qui ont conçu ça. Alors certes, ils en ont discuté avec les architectes qui leur ont dit, peut-être comme ci, comme ça. Si vous vous rappelez certains plans, comment on rasait Paris, Le Corbusier a fait des très beaux plans pour raser Paris, faire des grandes tours, le fameux plan voisin, etc. Enfin, je veux dire, des idées, il y en a plein. C'est pas pour autant que ça se met en œuvre. Qui est-ce qui décide de la mise en œuvre? C'est les politiques. Et je crois que c'est important. Et pourquoi ça ne bouge pas aujourd'hui? Parce que les politiques ne veulent pas que ça bouge. Quand j'entends dans le film « Tout le monde est d'accord », tout le monde est d'accord pour dire que ça ne va pas. Mais personne ne veut que ça bouge. Il faut être clair entre nous. Aujourd'hui, vous avez 2 grands partis politiques qui disent « surtout ne touchons à rien ». Les pouvoirs des élus empêchent une évolution. On a une difficulté majeure tant que les citoyens ne diront pas « stop, on vous impose un changement ». Je crois qu'il faut être lucide là-dessus. Soit ça se fera de manière hyper autoritaire, version Sarkozy, qui dit « j'exige », soit effectivement ça sera parce qu'à un moment, les émeutes, les crises sociales, environnementales, feront qu'on dira on ne peut pas continuer comme c'est le cas aujourd'hui. Le cœur de l'agglomération française, francilienne, est l'endroit où les écarts de richesse sont les plus importants que l'on puisse trouver. Juste un exemple, la ville de Paris, budget global, si on y met tous les satellites, 12 milliards d'euros. Imaginez bien, 12 milliards d'euros pour 2 millions d'habitants. 2 millions 100 et quelques mille habitants. Vous avez autour de Paris, à moins d'une demi-heure, transport en commun, des communes de 50 000 habitants dans lesquelles il y a une crèche
et dans lesquels il n'y a pas le financement pour faire une deuxième crèche. Ce qu'on voit et qui se constitue en Île-de-France. Les communes riches se regroupent entre elles, font des intercommunalités, parce que la loi est faite de telle manière que quand vous êtes en intercommunalité, vous êtes dispensé d'une partie de la solidarité financière. Et les communes pauvres se regroupent entre elles en disant on va essayer de s'en sortir en se mettant à plusieurs. Et donc on accumule évidemment les difficultés sans avoir la capacité de changer. Et la grande réforme qui a été faite, la loi sur les collectivités territoriales, a dit obligation de faire de l'intercommunalité, d'avoir des schémas de coopération intercommunale, etc., etc. Donc, sur le principe, d'accord. Mais dans la loi, il y a une tache blanche. C'est tout le cœur de l'agglomération francilienne. Les 4 départements ne sont pas concernés par cette loi. Et on peut faire ce qu'on veut dans ce domaine. Donc, encore une fois, quand on dit tout le monde est d'accord pour avancer, oui, la réalité, c'est que la loi dit là, tache blanche, là-dessus, on ne décide rien, on verra plus tard. En ce moment, c'est tout le débat qu'il y a sur comment on peut organiser le cœur de l'agglomération pour faire en sorte que on ait des transports en commun, question qui n'a pas été évoquée, qui est perçue par les Franciliens quand on leur demande leur principale préoccupation aujourd'hui, c'est le logement. C'est ce qui sort en premier, tout le temps. Hein. Pourquoi ? Parce qu'on a de plus en plus un décalage entre les lieux de travail et les lieux d'habitat. On voit, et donc derrière, c'est évidemment du transport qui est de plus en plus compliqué. Hein. Le temps de transport et la distance parcourue augmentent considérablement d'année en année, liés à ce qu'on appelle les déplacements pendulaires, c'est-à-dire domicile-travail, parce que de plus en plus, on a des territoires qui créent de l'emploi au détriment du logement. Quand on est dans ces logiques-là, d'absence de répartition du territoire dans ses fonctions, d'absence de solidarité financière, évidemment, on continue la marche en avant vers la catastrophe, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Alors, après, on peut parler réchauffement climatique, on peut parler îlot de chaleur, on peut parler tout ce qu'on veut. Mais s'il n'y a pas une instance qui permet de dire on arrête, on change les rapports des territoires les uns avec les autres, on change la manière d'intervenir. Vous savez qu'il existe en Île-de-France un schéma directeur régional d'Île-de-France, qu'on appelle le SDRIF. Ce SDRIF, normalement, a une vocation normative. C'est lui qui va décider que dans tel territoire, on doit faire du logement, y compris social, on doit avoir tel type d'aménagement urbain, etc., etc. Sauf que c'est que de la prescription, et ça ne s'impose pas aux communes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas obliger les communes à mettre en œuvre. On peut les empêcher de faire le contraire de ce qui est écrit, mais on ne peut pas leur imposer de faire ce qui est écrit. Moi, je suis intimement convaincu que cette histoire de gouvernance, ça fait très peur, mais que tant qu'on ne l'aura pas mise en œuvre, on n'avancera pas, et que le reste, c'est de l'habillage. J'entends dire, on va régler la question des déchets avec le syndicat qui gère les déchets. On va régler la question de l'assainissement avec le syndicat qui gère l'assainissement, etc., etc. Des politiques sectorielles très séparées. Et on dit, avec ça, ça suffira à faire de la gouvernance. Comme si les villes, comme si nous, êtres humains, nous étions comme ça, dans des petites cases séparées, et qu'il ne fallait pas complexifier, d'une certaine manière, les approches en les rendant plurielles, globales, cohérentes. Tant qu'on aura des politiques séparées les unes des autres, effectivement, on n'aura pas un aménagement sympathique, convivial, humain, du cœur de l'agglomération. Il y a la question, est-ce qu'il faut effectivement une structure intercommunale qui soit, non pas avec Paris, mais les arrondissements de Paris, pour casser le pouvoir centralisé de Paris vis-à-vis des autres communes, c'est la théorie que je défends, qui est que chaque arrondissement devient une commune, et avec les autres communes autour, forme une collectivité locale d'un style nouveau. Il faudra inventer, parce que ce ne sera pas les communautés urbaines du style Grand Lyon, Marseille Métropole et tout ce qu'on veut. Il faut inventer la forme, mais en même temps, il faut décentraliser Paris et coordonner à un niveau plus large pour avoir une vraie solidarité des politiques sociales, environnementales, de déplacement, de logement, etc. Ce dont j'ai la conviction, c'est que après la prochaine élection présidentielle et législative, ça va bouger nécessairement. Avant, personne n'osera en parler, parce que c'est trop délicat. J'habite à Belleville et je travaille à la Porte de Saint-Cloud et j'ai décidé d'y aller à bicyclette parce que les transports en commun, effectivement, pour moi, c'est un enfer. C'est pas le RERB, mais c'est une ligne de métro qui est, on est serré comme ça. Et donc, je vais à vélo tous les jours à la Porte de Saint-Cloud. Et
je fais un constat déprimant pour moi qui suis engagée politiquement, qui suis écolo. On s'est battu pour changer le visage de la ville et je trouve, alors c'est peut-être un constat un peu brutal, mais qu'on n'a pas réussi à modifier le visage de la ville. La ville, elle est encore bruyante, polluée, dangereuse, qu'après le logement, la deuxième chose que je vois, c'est que les transports en commun, ça ne marche pas. Donc j'aimerais savoir pourquoi on n'a pas réussi à s'attaquer à la voiture pour proposer autre chose, évidemment, et pourquoi les transports en commun, ça ne marche pas. Moi, j'étais partisan de casser le passage au cœur de Paris. Je disais, il faut empêcher le passage des véhicules au cœur de Paris. Il faut faire une zone dans laquelle seuls les résidents, et les livraisons, les sécurités, tout ça pourront passer. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours été convaincu qu'on ne financerait pas les transports en commun tant qu'il n'y aurait pas une contrainte extrêmement forte en disant « ça n'est plus possible ». Ce n'est pas le choix qui a été fait. Et moi, je disais, on bloque le cœur et on fait un tramway nord-sud, est-ouest. Parce qu'il sera en cœur de ville. Et que ça changera complètement le rapport de la ville aux moyens de déplacement. Moi, je suis intimement convaincu que le rapport à la ville, c'est d'abord un rapport à l'espace urbain, à l'aménagement urbain, et que si on ne change rien, eh ben on reste avec son imaginaire de la ville, avec le boulevard de Sébastopol, cette rue de Rivoli, avec ces grands axes dans lesquels il y a les bagnoles, la pollution, le bruit, etc., et que ça n'a rien changé. Tant qu'on n'aura pas ce coup de massue terrible qui dit « c'est fini », eh bien on ne mobilisera pas les financements suffisants. Alors, en même temps, il faut le dire, depuis 30 ans, il y a eu un quasi-arrêt des financements des transports en commun en Île-de-France. C'est de la faute de l'État, mais pas que de l'État. Moi, je trouve que la région, certes, n'était pas en responsabilité du STIF jusqu'à une époque récente, mais il n'empêche, n'a pas pris en considération à sa juste place la question des transports. Dans la compétition internationale, il faut que les hommes d'affaires, les chercheurs, etc., puissent avoir, en arrivant à Roissy, une capacité d'aller le plus vite possible à la Défense d'une part, à Saclay d'autre part, à Orly, là où il y a des clusters, là où il y a des pôles de compétitivité, pour reprendre la terminologie, etc. Il faut dire les choses clairement, c'est de l'esbrouf, c'est de la com, mais il n'y a pas un vrai projet qui tienne la route dont on puisse dire qu'il va se faire. Alors à côté de ça, il y a la question du Grand Paris. Qu'est-ce que c'est que le Grand Paris? Grand Paris de la culture. Alors aujourd'hui, Grand Paris s'est décliné par thème. Grand Paris de la culture, du sport, de l'environnement, etc. Là encore, beaucoup de communication, parce qu'il n'y a pas de schéma directeur global, cohérent, il n'y a pas de financement non plus derrière, et puis il y a la question de la gouvernance, qui n'est toujours pas réglée. Quelles sont les formes institutionnelles permettant de régler ça? Jean-Marc Ayrault a décidé, il y a à peu près 10 ans, 15 ans, de reconvertir ce qu'on appelle l'île de Nantes, qui est un secteur très très important dans Nantes, hein, où il y avait des chantiers navals, des grandes infrastructures, toute nature, grandes encore plateformes, SNCF, etc. Il a dit que ça mettra entre 15 et 20 ans. C'est toujours pas fini, mais ça avance progressivement. C'est-à-dire qu'il a eu une vision de moyen et long terme. Et il a décidé de le faire. Et il disait, ben, c'est peut-être pas moi qui finirai, ce sera peut-être un successeur. Mais il y a eu un travail vraiment de vision de ce que pouvait être une ville sur le moyen et long terme. Il n'y en a pas beaucoup des maires bâtisseurs comme ça. Mais il y en a. Et il y en a à droite et à gauche. Alors c'est vrai que les architectes, ils ont des visions. Ils ont envie de faire des choses. Je pense que ça aurait été mieux si on avait dit aucun de ceux qui concourent à l'atelier international du Grand Paris, la fameuse équipe, là, on les voit tous, n'a le droit d'intervenir ensuite dans les projets. Ça aurait été mieux. Parce qu'aujourd'hui, quand même, on est un peu à la limite en termes de déontologie quand on voit qu'un certain nombre sont chargés de la mise en œuvre. On voit qu'à peu près tous les 5-6 ans, pour le même prix, vous avez une pièce de moins à Paris en location. Commencez par un 5 pièces, pour le même tarif, 5 ans après, vous ne pouvez louer qu'un 4 pièces, 10 ans après, vous pouvez louer un 3 pièces. C'est à peu près le rythme d'augmentation des loyers. Tant qu'on aura une priorité au bureau sur le logement, il est évident qu'on ne pourra pas lutter. On ne pourra pas lutter. Il faut admettre que Paris ne doit plus construire de bureaux. Ce qu'il
faut faire peut-être pour que ça bouge, et pour que les choses changent, et pour qu'il y ait un vrai schéma directeur. Sur la question du Grand Paris, et je pose des questions sans aucun état d'âme à l'ensemble des politiques, en les titillant là où ça fait mal, c'est-à-dire au porte-monnaie. Le jour où on aura réussi à faire comprendre aux gens un peu aisés et aux Parisiens qu'ils vivront 10 fois mieux quand les gens dans les communes en difficulté vivront mieux aussi. Que l'angoisse qu'ils ont de sortir de chez eux, d'aller sur des territoires qu'ils ne connaissent pas, en se disant « Oh là là, la banlieue », je me suis occupé du logement dans mon arrondissement pendant 13 ans. Quand on avait un logement à proposer, et qu'on disait « c'est dans le 19e », j'étais dans le 3e. Vous n'imaginez pas le 19e? Jamais. C'était Chicago, le 19e, pour des gens du 3e arrondissement. Alors quand c'était un logement en banlieue, les gens « ah non, plutôt être SDF ». Tant qu'il n'y aura pas cette idée qu'en désenclavant, en améliorant le sort de tous les gens qui vivent en banlieue, en faisant en sorte que l'exclusion sociale, environnementale, d'accès au transport, au boulot, etc., c'est ce qui génère de l'angoisse. C'est ceux qui ont un peu d'argent et qui ne vivent pas trop mal à Paris. Quand on aura réussi à faire comprendre qu'on vivra mieux quand eux vivront mieux, à ce moment-là, peut-être que ça bougera. C'est pas sain. Et pour autant, ça ne nous enlèvera rien. On est passé de ce qu'on a appelé la lutte des classes à un moment à la lutte des places. C'est-à-dire que pendant des années, on a dit c'est collectivement qu'il faut faire en sorte que les situations s'améliorent. Aujourd'hui, c'est plus collectif. Aujourd'hui, c'est chacun se débrouille. Et puis, si vous prenez la place, vous arrivez à vous en sortir, c'en a un autre qui a perdu. Il ne faut pas rêver. Parce qu'on n'a pas augmenté le nombre de bénéficiaires de meilleures situations. Bien au contraire. Donc, tant qu'on n'a pas cette logique, on ne remet pas, et très franchement, c'est quand même quelque chose dont je vois bien que ça bouge, y compris dans toutes les catégories politiques, si j'ose dire. On se rend compte qu'on est allé beaucoup trop loin, qu'on est arrivé à un paroxysme où ça devient dangereux. Quand on parle de guerre civile à un moment, on n'est pas là à la guerre civile. Nantais qui charrie un peu. Mais il n'empêche, un certain nombre de penseurs disent qu'un des risques des banlieues, c'est que la police utilise son droit de retrait. Que les policiers utilisent leur droit de retrait. Et donc ça veut dire qu'ils disent on n'y va plus, c'est trop dangereux. C'est déjà... C'est tout à fait limite. Mais le jour où ils utilisent leur droit de retrait, qu'est-ce qui reste? Il reste une seule manière d'intervenir, c'est l'armée. Et là, on est dans la guerre civile. Et je peux dire, les responsables politiques savent bien qu'on n'en est plus très très loin. Donc c'est tout ça qui fait que je suis assez optimiste d'une certaine manière sur l'idée que on se dit il faut changer, il faut que ça bouge. Alors comment, quand, encore une fois, je ne sais pas, mais je pense que c'est tellement inéluctable qu'il faudra que ça bouge. Et puis les citoyens, vous, tous, nous, on a notre responsabilité d'interpeller les élus, de participer à ce genre de débat, et merci de les organiser, parce que c'est aussi en échangeant et en discutant que chacun est capable ensuite de relayer ses milieux, parmi ses amis, partout, pour dire, attendez, on va droit dans le mur. Voilà. Donc je reste foncièrement optimiste.